Seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ces mesures antiterroristes annoncées aujourd'hui par le Premier ministre Manuel Valls. Il a été question de l'indignité nationale, la question aussi de la déchéance de la nationalité. Je vous rappelle que l'indignité nationale visait en 1944 les collabos. Il s'agit de retirer le droit de vote, d'interdire l'exercice d'emploi dans certains secteurs, interdiction de posséder une arme. On écoute tout de suite le Premier ministre qui a renvoyé un peu la patate chaude au Parlement. On l'écoute. Faut-il, par exemple, réactiver la peine d'indignité nationale qui marquerait avec une force symbolique les conséquences de la transgression absolue que constitue la commission d'un acte terroriste. Le gouvernement n'entend pas agir dans la précipitation sur les questions de principe. C'est pourquoi je proposerai au président de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'une réflexion transpartisane puisse être conduite, par exemple, par les présidents des commissions des lois des deux assemblées, Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas, pour examiner et formuler des propositions définitives dans un délai court de 6 semaines et totalement compatible avec notre droit et nos valeurs. Gérard Longuet, la déchéance de la nationalité, certains l'appellent à l'UMP. Pour la peine d'indignité nationale, Nicolas Sarkozy est pour. Est-ce que vous êtes pour également ? Alors d'abord, la patate chaude, non. Les peines sont définies par la loi et le Parlement vote la loi. Donc députés, sénateurs soient saisis par le gouvernement, c'est dans l'ordre des choses. Article 1. Article 2, l'indignité nationale a une connotation très précise. C'était frapper des responsables qui avaient accepté la politique de collaboration du gouvernement de Vichy. Ce sont des responsables et l'homme frappé d'indignité nationale, par exemple, ne pouvait pas être candidat à un poste public, à une élection et ainsi de suite. Je crois que les terroristes s'en tamponnent joyeusement de l'indignité nationale. C'est vraiment pas le problème. Oui, mais c'est symbolique. J'entends bien. C'est symbolique. J'entends bien. Je pense que c'est symbolique. Je suis d'accord avec vous, c'est symbolique. Est-ce que c'est indispensable ? On en parlera au Parlement. On verra bien les avantages et les inconvénients. Sur la déchéance de la nationalité, je vous dirais que c'est un système extrêmement étroit parce que ne peuvent avoir de déchéance que ceux qui ont 2 nationalités. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui va venir vendredi. Attendons vendredi, on verra bien. Mais est-ce que vous êtes pour vous, votre conviction à vous ? Est-ce que la peine d'indignité nationale, est-ce que symboliquement vous dites c'est fort, il faut la mettre en place, la déchéance de la nationalité, au-delà du Conseil constitutionnel ? Je ne pense pas que ce soit la priorité. La priorité, c'est d'accepter quelque chose qui pour pardonnez-moi cher ami, un vieux Gaulois comme moi est parfois difficile à accepter. C'est que voilà des compatriotes. Des compatriotes. Ils ont une autre histoire, ils ont d'autres racines. Ce sont des compatriotes. Il faut les assumer comme tels. C'est une minorité qui est dans la marginalité, mais ce sont nos compatriotes et c'est notre problème collectif. Voilà, c'est tout. Et j'ai peur que la déchéance de nationalité ou l'indignité nationale, ça consiste à dire ça ne nous concerne pas. Malheureusement, ça nous concerne. Je ne dis pas que ça soit une joie, je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça nous concerne et que si on ne s'en occupe pas, on aura fait des emmerdes. À ces questions. Jean-Marc Germain, vous, votre position, je ne parle pas du Parti socialiste, mais vous, sur la peine d'indignité nationale, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Moi, je me réjouis de la méthode parce qu'au fond, cette question est difficile et Gérard Longuet a très bien résumé les choses. Ça renvoie à une période de notre histoire et un contexte qui n'est pas du tout celui-là. Donc, faut se méfier quand on manie des symboles de ce que veulent dire ces symboles. C'était pour des gens qui avaient collaboré pendant la guerre. On n'est pas du tout dans cette situation. Sur le plan concret, ça apportera pas grand-chose. Ce qui importe, c'est qu'ils soient condamnés lourdement, sévèrement, et qu'ensuite ils soient empêchés et que les peines soient exécutées. Et que les peines soient exécutées, a dit Gérard Longuet. C'est intéressant. Et qu'ils soient empêchés de reproduire de tels actes à l'avenir. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'on essaie de déployer par ces moyens. Que les peines soient exécutées, c'est important parce que Christiane Taubira a beaucoup milité pour, c'est moins qu'on puisse dire, pour l'aménagement des peines. Les Kouachi, ils n'ont pas fait toute la durée de leur peine. Non plus, il y a eu des aménagements de peine. Est-ce que vous dites, vous, il ne faut plus qu'il y ait d'aménagement de peine, de réduction de peine. Il faut faire toute sa peine lorsqu'on a été terroriste, lorsqu'on est présumé terroriste. Il faut que les juges décident ça. Et peut-être qu'on doit avoir un débat au Parlement sur la gravité de ces peines. Mais moi, je veux dire qu'on dise on a une peine de 30 ans et puis au bout de 15 ans, en fonction du comportement, on peut sortir, on a une peine de 20 ans et au bout de 10 ans, c'est pas le sujet. Il faut avoir une réflexion globale. Est-ce que la peine
permet à la fois la réparation et est-ce qu'elle permet d'éviter la récidive? C'est ça qu'on a cherché. Le débat que vous évoquez sur l'absence de peine plancher, c'était pas du tout sur la gravité de la sanction. C'était de se dire qu'il faut que ce soit le juge qui décide de la gravité de la peine. Je ne crois pas qu'on s'oppose après sur la gravité de la sanction. Donc moi, quand on a commis un acte terroriste, est-ce qu'on doit faire sa peine jusqu'au bout? Ce que je voulais vous dire, c'est que je me réjouis, moi, que le Premier ministre n'est pas plongé dans ce débat sans prendre ce temps de la réflexion avec deux personnes de grande qualité, Philippe Bas pour l'UMP au Sénat et Jean-Jacques Urvoas, qui permettront de mettre de la raison dans ce débat. Les symboles, c'est important, mais attention, quand on les manie, qu'ils ne nous reviennent pas à la figure. René-Georges Quéré, justement sur les peines, il faut faire les peines jusqu'au bout, comme l'a dit Gérard Longuet, qu'il n'y ait pas de remise de peine pour ces gens-là. Alors deux choses. D'abord, je voudrais revenir sur la déchéance nationale. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la répression, c'est vraiment sans intérêt, clairement. Ouais, donc c'est symbolique en fait. Disons que ça fait plaisir aux autres. Ça fait plaisir aux autres, mais vous savez que les types meurent français ou qu'ils meurent avec nationalité qui leur aura été retirée, ça ne va rien changer. On a affaire à des fous furieux. C'est pas ça qui va changer leur comportement. Pour ce qui concerne les peines, alors les frères Kouachi avaient fait effectivement la moitié de leur peine, mais ils avaient été condamnés sur des délits de droit commun. Il n'y avait pas dans cette condamnation-là la connotation islamiste, la connotation terroriste ou susceptible d'être terroriste. C'était des petits voyous de banlieue, ils ont bénéficié des remises de peine, le système pénal est ainsi fait. Si on veut revenir dessus, c'est au Parlement de se prononcer. Mais en ce qui me concerne, et ce que je dis là n'engage que moi, je pense que s'agissant de la lutte antiterroriste, un des éléments qui contribuera à peut-être pas éradiquer le phénomène, hélas, parce que cette menace, on en a encore pour longtemps. Mais effectivement, la fermeté dans la sanction doit être appliquée vraiment sans la moindre faiblesse. Wassim Nasr. Moi, je rejoins ce qui a été dit, que la déchéance de nationalité, il faut voir quel est le public visé par cette démarche-là. Parce que les djihadistes, moi je me rappelle très bien, il y a encore quelques semaines, quand le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se prononçait depuis le Parlement en évoquant la déchéance de nationalité, retirer les passeports, on voyait les djihadistes de l'État islamique, des Français, en train de brûler leurs passeports, le jour même, je me rappelle très bien. Oui, on avait passé des images ailleurs. Voilà, donc pour eux, ils sont vraiment, comme c'était dit au début, ils sont transnationaux. C'est le cœur de leur combat, hein, si je puis dire, entre guillemets. Donc la nationalité, déchéance de la nationalité, c'est le dernier de leurs soucis. D'ailleurs, ils y vont pour s'y installer, avec femmes et enfants. Donc voilà, c'est pas vraiment dans la priorité. C'est une mesure qui parle peut-être aux Français, qui dire voilà, ces gens-là ne sont pas comme nous, mais encore une fois, on sera en train d'occulter un problème qui nous concerne tous, sans exception. C'est pas des gens qu'on connaît pas, c'est pas des extraterrestres. Ça reste des Français, ça concerne tout le monde. Les déchoirs de la nationalité, ça ne servira strictement à rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça peut avoir un effet dissuasif sur des doubles nationaux qui pourraient hésiter. Tout à fait. Voilà. Mais juste dans ce cas-là, ce qui n'est pas vraiment la majorité de ceux qui aujourd'hui vont se battre là-bas. Je voudrais revenir sur les prisons. Je pense qu'il y a un problème français des prisons. Très souvent, on montre des reportages avec des prisons épouvantables, et on a vu d'ailleurs les baumettes filmées de l'intérieur par les prisonniers, les détenus. Il faut savoir aussi qu'un petit problème, c'est qu'en France, on manque sans doute de places de prison, mais on manque surtout de places de prison à certains endroits, c'est-à-dire Paris, Fleury-Mérogis, Fresnes, les Baumettes. Oui, ailleurs, il y a de la place. Simplement, les détenus ne veulent pas y aller, et le monde pénitentiaire est assez divisé. Vous avez les gardiens, qui sont au contact et qui veulent de l'autorité. Et vous avez les civils de la prison, sociologues, les JAP, qui disent « oui, mais il faut humaniser tout ça pour essayer de remettre... » Il y a un moment, il faut choisir. Et je me demande si, je veux dire, pour les détenus de l'OAS, il y avait Saint-Martin-de-Ré, et puis ils étaient là. Bon, il faut peut-être prévoir quelque chose... Des prisons spécifiques. Exactement. C'est pas que des quartiers spécifiques, mais des prisons spécifiques. Prisons spécifiques, éloignées des familles, tant pis, avec isolement. Je ne dis pas Guantanamo, mais quelque chose de vraiment à part pour éviter, et pour se simplifier la vie aussi, pour éviter la contagion et pour se simplifier la vie et pour éviter d'avoir ce qui est... Vous savez, une prison, c'est une société organisée. S'il y a des caïds avec un certain prestige, un certain pouvoir, ça diffuse et ça fiche la pagaille. Si vous avez une prison spécialisée, c'est pas mal. Il y a un sujet qui n'a jamais été évoqué, mais c'est parce que je suis plus ancien que vous, c'est l'internement administratif. On ne peut pas le faire aujourd'hui. L'étape d'après, s'il y a vraiment un problème majeur,
c'est la prévention par l'internement administratif. Aujourd'hui, personne n'en a parlé. C'est-à-dire l'internement administratif. Eh bien, ça consiste à prendre des gens susceptibles d'eux et de leur dire « je suis désolé, vous êtes susceptibles d'eux ». Et donc, on vous met à Saint-Maurice-l'Ardoise, je pense que c'était le cas à l'époque, et pendant 6 mois, et puis on attend que ça se passe. Bon, ça demande... On les incarcère, en fait, sur des soupçons. Sur une présomption, oui. Sur une présomption. Le sujet n'a pas été évoqué, il est lié à l'état d'urgence et à l'article 16. Mais il est possible, juridiquement. C'est un acte administratif qui peut faire l'objet d'un contrôle. Ça vous paraît une bonne idée, René-Georges Quéry? On n'est pas mûr aujourd'hui. On n'en est pas mûr. Oui. C'est pas une nécessité aujourd'hui. Mais vous dites on n'en est pas mûr, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Il n'y a pas de nécessité. Je veux dire par là, parce qu'il y a 3000 personnes. Mais quand on voit le danger, quand même, pardonnez-moi, 3000 personnes, une augmentation de 130... On n'est pas en guerre On totale. n'est pas en guerre avec 3000 personnes. Mais on emploie pourtant le terme de guerre. Aujourd'hui, la France est en guerre contre le il faut garder terrorisme. toute mesure. C'est une guerre psychologique, c'est pas une guerre conventionnelle. Voilà, tout à fait. Quand on voit l'effort de la France engagé, voilà, ça reste quand même, entre guillemets, gérable. C'est pas, Oui, c'est gérable. Voilà, c'est gérable encore, c'est pas nécessaire encore, mais c'est une idée qu'on peut... C'est ultima ratio Régis. Jean-Marc Germain, contre cette idée que vient de développer Gérard Longuet sur l'idée de construire des prisons spécifiques à ou d'affecter des prisons spécifiques. Voilà, aux djihadistes. Les généraux du putsch étaient tous à Tulle. Tulle, c'est au milieu de nulle part, donc c'est sans problème. Gérard Longuet a donné les arguments et les contre-arguments. Même s'il ne souhaite pas un Guantanamo, ce serait une forme de Guantanamo. Je crois que la mesure qui est prise d'isolement, qui a 2 intérêts. D'abord d'éviter le prosélytisme, vous l'avez dit vous-même, mais ensuite qui est d'essayer de déradicaliser ces personnes-là, parce qu'il faut une issue, c'est très important. Il faut développer aussi le renseignement en prison, qui est très insuffisant. Un renseignement qui est avec des personnels de la DCRI et pas simplement du personnel pénitentiaire. Je crois qu'il va y avoir une unité spécialisée dans le renseignement en prison parce que c'est extrêmement important de faire ça. Mais en même temps, il faut faire attention à ces lois d'exception. Moi, je partage aussi, je crois que vous le dites vous-même, Gérard Longuet, c'est pas une guerre. Attention à ce mot. C'est des terroristes, c'est des criminels. Ils n'agissent pas d'ailleurs au nom de l'islam, mais d'un dévoiement de l'islam. Et donc, il faut vraiment dire ça. Il faut aussi rassurer les Français. On a quand même des services d'une qualité exceptionnelle. Notre vie n'est pas menacée à chaque coin de rue. Et on a vu aussi la rapidité avec laquelle ces arrestations ont été faites. Donc ça aussi, il faut le dire. Et donc, je crois qu'après l'émotion... parce que ce drame était d'une grande ampleur et blessé des familles, tué des femmes et des hommes, créé des orphelins. En même temps, il va falloir comprendre que c'est des attentats terroristes, qu'on n'est pas en guerre, que la vie, le président de la République lui-même doit reprendre normalement, si on croyait et qu'on doit continuer à être un pays où on protège les libertés. Et moi, pour l'instant, c'est l'état d'esprit. Et ce qui est fait à nouveau aujourd'hui de manière très forte, y compris sur cette question d'indignité, et la façon dont la prend le Premier ministre en disant on va réfléchir, on va prendre le temps de la réflexion, on va voir ce que ça veut dire, est-ce que c'est utile ou pas pour la lutte contre le terrorisme, et est-ce que c'est utile ou pas pour la société française. Je crois vraiment que cet état d'esprit, et qui en plus nous réunit quand même largement gauche et droite, c'est très important que ce soit fait dans cette à l'Union nationale. Wassim Nasr, un mot quand même sur ce terrorisme qui vient de l'intérieur. Manuel Valls a employé des termes forts, il a parlé aussi d'apartheid territorial, social et ethnique. Est-ce que ce sont des mots qui ont choqué aussi dans la classe politique? Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi des quartiers qui sont aujourd'hui des zones de non-droit, où la police ne va plus, où le chômage prospère, où il n'y a pas de mixité sociale? Je ne pense pas. C'est ça aussi le problème? Je ne pense pas. Ça serait simplifier le problème. Parce qu'aujourd'hui, les candidats au djihad, les djihadistes, viennent de partout en France. Y compris des petits villages normands. Y compris des petits villages normands, tout à fait. C'est exactement à ça que je pensais. Ce n'est pas un problème ethnique, ni un problème pour ceux qui sont d'origine musulmane. Il y a de toutes confessions qui rejoignent les rangs de l'État islamique surtout. Pourquoi? Parce que
ils trouvent des réponses à ce qu'ils cherchent. Ils sont plus contents de la société de consommation. Vous dites des gens de toute confession, c'est quand même des gens qui se convertissent à l'islam quand même. Voilà, tout à fait. Des catholiques qui partent. Mais il y en a qui viennent de familles catholiques. Il y en a qui viennent de familles aisées. Il y en a qui viennent des classes moyennes, des plus pauvres. Donc c'est un problème sociopolitique qui s'enracine dans cette époque-là, parce qu'on vit quand même une époque un peu de vide idéologique qui est propice à ces idéologies-là. Et donc, voilà, ça fait... Et ce qu'a accompli... Alors, comment expliquer que ce problème vienne justement de l'intérieur? Vous dites que ce n'est pas un problème de quartier, de zone de non-droit, ce n'est pas un problème de classe sociale. Mais ce n'est pas propre à la France non plus. C'est pas un problème finalement de confession non plus. Alors, quel est le problème? Ce n'est pas propre à la France non plus. C'est propre à tous les pays occidentaux aussi. Parce qu'encore une fois, on vit dans une période de vide idéologique où des gens cherchent autre chose. Au début du siècle dernier, il y avait le communisme. Une grande majorité viennent quand même de France, ceux qui partent. Enfin, les Européens, la France est quand même au top. Mais proportionnellement, c'est pareil partout. Proportionnellement au nombre de musulmans, à la population, c'est pareil partout. Tout le monde est touché pareil. Gérard Longuet. Madame Burggraff, le seul point de désaccord que j'aurais avec le Premier ministre, c'est le mot apartheid. Dans le contexte d'aujourd'hui, il était malvenu et maladroit. Pourquoi? Parce que l'apartheid, c'est une politique voulue par un gouvernement qui décide de séparer les catégories. Or, nous avons peut-être été malheureux, peut-être même parfois maladroits, mais il n'y a jamais eu de politique d'apartheid en France. Et l'immigration, je vous le rappelle, pour l'essentiel, c'est une immigration voulue par des immigrés qui sont venus, quelles qu'en soient les raisons, dans un pays qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas choisi la République sud-africaine, l'Égypte ou la Russie. Ils ont choisi d'être en France parce qu'ils considéraient sans doute que par la langue ou par le mode de vie, c'était plus proche d'eux. Et donc, je pense que la formule de Manuel Valls, sur ce point, est maladroite. Il y a des problèmes. Ce n'est pas un apartheid, ce n'était pas une séparation gouvernementale. J'ajoute que moi, je travaille beaucoup sur la démographie et sur l'endogamie. Et il y a des études sur l'endogamie. Le français... L'endogamie est assez forte dans beaucoup de communautés et ça se dégrade dans le temps. Et ça, c'est un vrai problème parce que si on veut une société apaisée, il faut que l'endogamie soit majoritaire dans toutes les communautés. Elle ne l'est pas dans toutes les communautés. Un mot malheureux, Jean-Marc Germain, vous êtes d'accord avec Gérard Longuet? Le mot apartheid n'était pas le mot approprié? Oui, mais enfin... pour les raisons qu'a indiqué Gérard Longuet, mais enfin, le phénomène de ghettoisation sociale du pays qui est derrière ce mot du Premier ministre, il est réel. Simplement, je crois qu'il faut bien distinguer les choses, et ça a été dit par mon voisin. Il y a ces attentats terroristes, et puis il y a eu les réactions après. Tous ceux qui refusaient de dire « je suis Charlie », tous ceux qui se sentent encore offensés, qui ne comprennent pas et qui disent « ils l'ont bien cherché », non pas évidemment justifiant des crimes, mais ne comprenant pas que la liberté d'expression puisse aller jusqu'à cela. Et puis ces minutes de silence qui n'ont pas pu être faites dans un certain nombre d'établissements ont révélé un problème, ce problème que l'on connaît. Mais un problème, Jean-Marc Germain, ça fait des années qu'il existe. Non, mais vous en avez parlé, vous, par exemple, les médias, depuis longtemps, alors que certains travaillent sur ça. Et donc, à révéler aux Français de manière très forte, à un moment dramatique de leur histoire, en se disant, ça va jusque-là, quelque part. Et donc ça, c'est une question qu'on a réglée. Il faut investir massivement dans nos banlieues. On sait faire, d'ailleurs. Jean-Louis Borloo, par exemple, l'a très bien fait. Ça fait des années, les plans banlieues, on en est, je sais plus, au 100e mais ça plan progresse banlieue. Dans les banlieues. Il y a des quartiers entiers qu'on sait faire le matériel, on ne sait pas faire le spirituel. On sait faire le matériel, on sait faire l'humain, on sait faire le social simplement. Et le Premier ministre l'a dit ce matin, c'est l'affaire d'une génération. Il faut continuer. Là, on avait un peu mis le frein depuis quelques années. Je crois que c'est essentiel. Mixité urbaine, mixité sociale, c'est ça la clé de la solution à l'intérieur. Et puis, il y a le problème international. C'est là où je veux en venir. Parce que vous disiez d'où ça vient et comment on fait. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est à la fois qu'il y a des endroits où on peut s'entraîner, en Syrie, au Yémen, on peut se former aux techniques du terrorisme et il y a la possibilité d'avoir des armes sur notre territoire. C'est ça qui est nouveau et qui fait qu'il y a des terroristes. Mais vous savez, qu'il y ait des banlieues ou qu'il n'y ait pas des banlieues ou qu'il y ait des zones défavorisées ou pas, il y aura toujours cela tant qu'on ne réglera pas ce problème à la source qui nécessite une réponse internationale forte. C'est là où je voulais en venir. Et notamment, en Irak, ça commence à être fait, mais aussi en Syrie. Et moi, j'attends, j'ai vu la sollicitude des Russes et je m'en réjouis. Mais j'attendrai qu'ils soutiennent maintenant une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour cadrer une intervention qui permette de se débarrasser de Daesh. On verra. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Germain. Merci René-Georges Kéry. Merci Gérard Longuet. Merci Wassim Nass. Vous restez avec moi. Tout ce qui a fait le buzz ce mercredi sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite avec Karim Yayaoui.
Bonsoir Karim, on a pris un peu de retard malheureusement ce soir. On commence avec Manuel Valls dont les mots sont très commentés sur les réseaux sociaux. Alors vous en avez parlé de ce terme d'apartheid qui a été utilisé par le Premier ministre. Beaucoup d'articles et on va le voir aussi beaucoup de réactions politiques, notamment à droite. Pourquoi les mots de Manuel Valls marquent une rupture? C'est un article du Monde qui est un des articles les plus lus sur le site internet du quotidien qui explique que Manuel Valls en quelque sorte marque une rupture, qu'il a utilisé des mots très forts, mais ce n'est pas la première fois qu'il les utilise. Il avait déjà parlé de ghetto, il avait déjà parlé d'apartheid, c'était en 2005, il était alors maire d'Evry, ville de 50 000 habitants. Cette fois-ci, il parle d'apartheid territorial, social, ethnique, de ghetto. Alors évidemment, ça a suscité des réactions. Le site du Lab en a repéré quelques-unes, notamment à droite. Voici quelques tweets publiés aujourd'hui. Laurent Wauquiez, qui critique Manuel Valls. Manuel Valls, c'est la culture de l'excuse de la gauche ou comment, selon lui, culpabiliser les Français. Hashtag apartheid. Particulièrement virulent, Pierre Lelouch, qui déforme tout de même un peu la pensée de Manuel Valls. Grigny et Aulnay ne sont pas Soweto et Kouachi n'est pas Mandela, à moins que Manuel Valls ne se prenne pour De Klerk. Et puis, à l'extrême droite, Florian Philippot, qui considère que tout ça ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Alors ça, ce sont des réactions à droite, mais parfois, à la gauche de la gauche, on n'était pas tellement plus clément avec Manuel Valls. Clémentine Autain, elle critique le Premier ministre pour de toute autre raison. Elle écrit sur son compte Twitter « L'inflation des mots proportionnée au désengagement de l'État ». Lutte contre inégalité et discrimination. En gros, elle considère que Manuel Valls parle mais ne fait pas grand-chose. Alors, il a réagi, Manuel Valls. On retrouve sa réaction notamment sur le site du Point. Pour lui, peu importe les mots, le plus important, c'est la réalité de certaines banlieues en déshérence. Il évoque régulièrement les émeutes de 2005. Alors, si Manuel Valls a été très critiqué, en tout cas à droite, le site de Courrier International nous apprend que du côté des médias internationaux, on a été tout de même plus tendre avec le Premier ministre, avec cette mini-revue de presse, notamment avec cet article du New York Times qui considère que Manuel Valls a rappelé que les questions sécuritaires étaient primordiales, mais qu'il fallait aussi s'atteler à d'autres dossiers, des dossiers sociaux qui ont peut-être sapé les fondements de la République, en tout cas pour certains qui ont été en quelque sorte exclus. Et puis la presse allemande, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui considère que Manuel Valls doit être remercié pour avoir montré du doigt une réalité, mettant fin ainsi à l'angélisme et au regard que posent certains sur la réalité des banlieues, qu'on voit peut-être plus belles qu'elles ne sont. Et puis du côté de la presse espagnole, on en a aussi parlé avec cet article d'El País qui lui évoque l'école chérie, l'école de la République, où on n'a parfois pas respecté cette minute de silence. Et comme en écho à cet article d'El País, François Hollande, qui s'exprimait aujourd'hui, a expliqué que l'école ne peut pas résoudre tous les maux de la société, même si, comme beaucoup, il place tout de même beaucoup d'espoir dans l'école. Merci beaucoup, merci Karim. On vous retrouve un peu plus tard, 20h45 pour votre chronique. Et on reviendra aussi sur le leader de Pegida, qui est ce mouvement anti-islam qui manifeste tous les lundis soirs à Dresde. Eh bien, il a démissionné parce qu'il a posé à côté de... On a vu apparaître une image où il était grimé en Adolf Hitler. Voilà, à côté, voilà, exactement. Merci beaucoup, merci Karim. Je vous retrouve un peu plus tard. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Tout de suite, le journal, je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.